Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du balado du Dr. Kin. Aujourd'hui, je vais aborder encore un élément associé à la récupération parce que ce sont d'habitude des balados assez populaires. Alors donc, récupération, fréquence cardiaque, variabilité cardiaque. Donc j'avais déjà abordé avec mon compagnon Alexandre Busque sur la confrérie de métal un peu la récupération avec la variabilité cardiaque, qu'est-ce que c'était, à quoi ça servait. Mais j'aimerais ça réaborder le sujet, retraiter de ça un petit peu, parce que c'est un élément qui est super important, puis qui est maintenant assez accessible. Donc, c'est quelque chose qui est pratique à utiliser, puis qui peut être très révélateur, on sous-estime souvent. Et on confond également souvent la mesure de variabilité cardiaque avec fréquence cardiaque. Et à raison, parce que bon, ça se ressemble. Et la variabilité cardiaque, c'est un concept qui est assez compliqué, qui fait appel à des transformations mathématiques et statistiques qui ne sont pas nécessairement connues de tous. Donc, c'est pas toujours évident à savoir. Donc, on y perd parfois son latin. Alors, comme à l'habitude, si vous appréciez le contenu, écoutez, partagez, le petit bouton like, c'est toujours apprécié. Moi, la meilleure façon que je trouve de me faire de la publicité, c'est de bouche à oreille. Donc, si vous aimez ça, parlez-en. Moi, je fais ça vraiment pour le plaisir. Puis, dans le fond, ça me permet d'approfondir mes connaissances quand je fais la recherche pour le balado. Et aussi, ça me permet peut-être de partager un peu à quelques personnes. Puis, je pense que ça peut être agréable. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si il y a des choses qui vous souhaitez approfondir, allez-y avec un commentaire sur Facebook, donc il n'y a aucun problème. Il y a un petit délai, quand je vois ça, je vais y répondre si je suis en mesure de le faire. Alors, la récupération, variabilité cardiaque, fréquence cardiaque. Je l'ai souvent dit, la récupération, c'est probablement l'élément le plus difficile à quantifier, le plus difficile à mesurer. Lorsqu'on parle d'entraînement, lorsqu'on parle d'activité physique, et c'est souvent ça qui cause beaucoup de problèmes. Donc l'entraînement, c'est relativement simple dans le sens que on peut bien paramétrer, on peut savoir avec précision combien de séries on a fait, combien de répétitions on a fait, quelle charge on avait, on peut déterminer quel pourcentage de la force ça représentait. Même chose du côté de l'entraînement aérobie, même chose du côté de l'entraînement flexibilité. Donc, c'est facile de quantifier l'entraînement, mais mesurer l'impact de l'entraînement sur l'individu, ça, c'est plus difficile. Donc, quand il y a des entraîneurs qui vont entraîner plusieurs personnes, des fois, on va avoir des programmes similaires et ça va être des personnes en apparence très différentes qui vont le faire et qui vont effectivement répondre de façon très différente. Et là, on se dit, c'est propre à l'individu, c'est intrinsèque les différences, c'est la génétique, etc. Alors que des fois, ça peut être des facteurs extrinsèques aussi, comme le mode de vie, comme le sommeil, etc. Donc, il y a beaucoup de variables qui vont influencer la récupération qui ne sont pas directement associées à l'entraînement comme tel. Donc, pour un même stimulus, les gens vont répondre différemment et c'est largement explicable par un potentiel de récupération différent. Donc, les gens ne feront pas toujours la même chose, puis ils ne récupéreront pas toujours de la même façon. Donc, comment on fait pour savoir que si quelqu'un récupère, si quelqu'un est en mesure de tolérer l'entraînement et si on s'en va dans la bonne direction? Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre l'emphase sur les résultats à l'entraînement. Donc, si je progresse à l'entraînement, si mes charges augmentent, si je suis capable de courir plus longtemps ou plus vite, systématiquement, ça va bien. Là où ça devient problématique quand on utilise ça comme paramètre de récupération, c'est qu'imaginons un instant quelqu'un qui se sous-estime. Pas par manque de volonté, pas par manque de conviction, pas par paresse, mais c'est pas facile de savoir exactement quel niveau d'effort précisément j'ai fait. Donc, je peux paramétrer, mais j'ai quand même du jeu. Donc, je peux dire, on a testé la force, on va s'entraîner à faire 8 répétitions à 8 RM, mais ça se peut assez facilement que mon 8 RM, en réalité, ce soit un 10 RM, puis que moi, j'arrête à 8. Donc, je fais 2 répétitions en dessous. En 5-6 semaines, si ma charge augmente, ça ne veut pas dire que j'ai augmenté ma force, ça veut peut-être dire que là, je me rapproche de ma vraie force. Comment je peux faire détecter ça? La variabilité cardiaque, ça devient un outil qui va nous permettre de quantifier la réponse du système nerveux face à une sollicitation. Donc, à une quantité et une intensité d'entraînement, on va voir la réponse du système nerveux dans son ensemble, ce qui va nous permettre d'avoir une idée de la capacité de l'individu à tolérer la surcharge ou non.
Alors, cette fameuse variabilité cardiaque-là, elle se distingue des fréquences cardiaques. Donc, je mentionnais en intro que souvent, on utilise ça de façon interchangée. Dans mes cours, soit mes étudiants ont à mesurer leur variabilité cardiaque, puis c'est pas rare dans les travaux qu'ils me remettent et puis ils ont mal compris, puis ils ont mis les fréquences cardiaques. Donc, c'est quoi la distinction entre variabilité cardiaque et fréquence cardiaque? Les fréquences cardiaques, c'est la somme des battements par unité de temps que le cœur va avoir. Habituellement, on fonctionne avec un 60 secondes, donc sur une minute. Donc, quels sont les battements qu'on a observés sur une minute? Donc, il n'y a pas de distribution de ces battements-là. C'est vraiment uniquement le total. Donc, si j'ai un battement à la seconde, je vais avoir 60 battements par minute. Sauf que si j'ai un battement à la première seconde et 59 battements à la dernière seconde, je vais également avoir 60 battements par minute, mais c'est un profil d'activité cardiaque qui est complètement différent. Donc, c'est pour ça que seulement utiliser les fréquences cardiaques comme indicateur de récupération, le classique, c'est on regarde les fréquences cardiaques le matin. Si les fréquences cardiaques vont en augmentant, ben on va supposer que la personne ne tolère pas l'entraînement. Pendant des années, moi, quand j'ai fait mes études, c'était le paramètre qu'on utilisait le plus pour quantifier la récupération. Donc, on essayait de voir l'évolution des fréquences cardiaques, donc des battements par minute, au fil de la semaine. Si ça s'en allait en s'augmentant, ça voulait dire que la personne tolérait de moins en moins. Sauf que ça, c'est assujetti à beaucoup de facteurs confondants. Le niveau d'hydratation, la durée du sommeil peut aussi influencer ça un peu. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on n'a pas nécessairement un problème de récupération et les fréquences cardiaques s'en vont en montant un petit peu. T'sais, si avant de me réveiller, je me réveille en sursaut, si avant de me réveiller, je me lève pour aller aux toilettes, bien, tout ça, ça influence les fréquences cardiaques de base là, qu'on va pouvoir observer. Donc, ça peut influencer. Donc, même en standardisant les choses, les fréquences cardiaques, c'est pas nécessairement un indicateur qui est solide. Ce n'est pas du béton. Là. Ça peut être intéressant à regarder. Mais maintenant, les technologies qui nous permettent de mesurer les fréquences cardiaques sont beaucoup plus sophistiquées, plus précises, et elles nous permettent de quantifier justement l'intervalle de temps entre chacun des battements qu'on observe sur une minute. Donc, c'est cet intervalle de temps-là qui représente la variabilité cardiaque. Donc, l'application qu'on peut utiliser pour mesurer la variabilité cardiaque, il y en a plusieurs. Moi, j'utilise, il y a Welltory, il y a Anura, donc il y en a plusieurs là, qui le font. Je crois que même Garmin le fait. Donc, bon, ça s'en vient, là, tout le monde va mesurer la fréquence cardiaque et la variabilité cardiaque là, dans les 2-3 prochaines années. Donc, tous ceux qui ont des montres intelligentes, là, ça s'en vient. Donc, ce qui va arriver, c'est que on va quantifier chacun des délais entre chaque battement et on va déterminer c'est quoi la variabilité de ça. De là, le terme variabilité cardiaque. Donc, si j'ai des battements à chaque seconde, ma variabilité, elle est très faible. C'est extrêmement constant. Si j'ai un battement après 4 secondes, un battement après une demi-seconde, un battement, c'est très variable. Donc, on va avoir une augmentation du chiffre, donc de la valeur de variabilité cardiaque. Les gens d'habitude concluent que plus c'est constant, mieux c'est. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Plus on observe une grande variabilité cardiaque, plus c'est un signe que l'ensemble du système nerveux est prêt à gérer le changement ou à tolérer une surcharge plus grande. Plus c'est constant, plus on observe une diminution de la capacité du système nerveux à tolérer la surcharge. Alors, plus le cœur fonctionne comme un métronome, bien, moins on est capable de gérer une augmentation du niveau de sollicitation. Donc, concrètement, si ma variabilité cardiaque est très basse le matin, ça veut dire que mon cœur, mon système nerveux dans son ensemble, n'est pas capable de gérer beaucoup plus que ça. Donc, c'est le matin, je suis supposé être frais et dispo, puis mon système n'est pas en mesure de gérer plus que ça. Donc, ça, c'est problématique. Donc, ça veut dire que ma journée, je ne pourrais pas en faire beaucoup sans vraiment puiser là, dans mes réserves puis dans mes ressources, ce qui va faire en sorte que je risque de tomber dans un état de fatigue plus chronique. Alors, lorsqu'on va mesurer la variabilité cardiaque, ça va nous permettre d'effectuer un suivi justement de ce niveau de tolérance-là, de cette capacité à gérer le changement, à gérer la surcharge.
Alors, pour mesurer la variabilité cardiaque, ce qu'on fait, il y a un protocole qui est très bien établi. Ce n'est pas tous les protocoles, par contre, qui vont être incorporés dans les montres intelligentes ou les différents outils. Mais si on regarde ça, dans nos protocoles classiques qu'on va avoir, c'est une mesure qui dure approximativement 15 minutes. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser une ceinture de fréquence cardiaque, une Sonto, une Polar, les Wahoo aussi font le travail. La jumeler avec une application. Il y a des applications, je mentionnais, moi j'utilise Welltory, W-E-2-L-T-O-R-Y. Il y a l'application Elite HRV. Donc, il y a des applications qui sont payantes, qui ont des versions gratuites. Donc, vous avez moins de fonctions dans les versions gratuites, mais quand même, ça peut être utile. À la base, là, la plupart des applications vont vous donner la variabilité cardiaque. Puis, je vais rentrer plus en détail sur l'ensemble des éléments qu'on peut analyser avec ça parce que ça va quand même assez loin. Donc, je reviens à ma mesure classique. Ce qu'on va faire, c'est le matin au réveil, on s'installe avec la ceinture. On va faire environ 7-8 minutes de mesure allongée à rien faire et on va observer quelle est la variabilité de l'intervalle de temps entre chacun des battements. L'application le fait pour vous. Donc ça va nous donner ça. Et ensuite de ça, on se lève, on se tient debout et on fait une mesure d'approximativement 7 minutes et on observe aussi la variabilité cardiaque. Donc, ces deux façons-là vont nous permettre de voir en l'absence de surcharge, donc vraiment allongé, pas d'activité nerveuse associée au système musculaire. On va pouvoir voir comment le système nerveux tolère ça. Et même chose debout, donc lorsqu'on est en position orthostatique, on va être en mesure de mesurer l'activité du système nerveux. L'écart entre les deux, ça peut être un indicateur d'un problème de récupération. Exemple, si j'ai un score de variabilité cardiaque relativement élevé lorsque je suis allongé, qui diminue de moitié lorsque je me lève, bien, ça veut dire qu'au moindre effort, mon corps a de la misère à tolérer cette surcharge-là. Et on s'entend, se lever, ce n'est pas nécessairement une grosse surcharge. Donc, ça devient un indicateur intéressant. C'est pas toujours possible de faire ce 15 minutes-là. Je vous dirais qu'au minimum, une mesure de 3 minutes allongée peut nous fournir des informations intéressantes en lien avec la récupération. Donc, cette variabilité cardiaque-là, c'est quoi qui est mesuré? Qu'est-ce qui est calculé? Il y a plein de choses. C'est pour ça que quand vous avez une application qui donne uniquement le VFC ou HRV, donc la variabilité cardiaque, il ne donne pas toujours la même chose. Et c'est ça qui est particulier. Parce qu'on va avoir différents indices de variabilité cardiaque. Le plus fréquent qu'on retrouve, c'est ce qu'on appelle le SDNN. Donc ça, c'est un peu l'écart type, donc l'écart par rapport à la moyenne de mon intervalle de temps entre les battements. Ça veut dire quoi? Plus mon écart type est grand, bien, plus j'ai des écarts qui sont élevés et plus j'ai des écarts qui sont petits dans la même batch, dans le même lot, ce qui veut dire que j'ai beaucoup de variabilité entre chacun de mes battements. Donc, cet indicateur-là nous permet d'avoir une idée de la variabilité cardiaque. Il y a aussi un RMSN, donc il y a plein de mesures. Le chiffre va varier un peu selon une mesure et c'est vraiment des analyses statistiques. Donc, il y en a un que ça va être la moyenne de la racine au carré, blablabla. L'autre, c'est seulement l'écart type. Donc, c'est vraiment juste, c'est pas des tests biologiques, physiologiques, c'est des tests statistiques qu'on fait. Donc, il y en a un qu'on mesure l'écart type, l'autre, on va mesurer l'écart du carré de la différence avec la moyenne, blablabla. Je ne veux pas noyer le monde avec les statistiques, bien que ce soit super intéressant, là, mais c'est pas le but du podcast. Donc, si on regarde ça, il faut s'assurer juste de c'est quoi. Donc, idéalement, moi, je recommande au minimum de regarder le chiffre SDNN. Un SDNN qui va être situé entre 50 et 100, ça va relativement bien. On peut dire que le pronostic est bon, la vie est belle, le corps est capable d'en prendre. Donc, toujours le matin au réveil. Plus haut que 100, ça va super bien, on est sur la bonne voie, c'est merveilleux. On tolère bien la surcharge, le niveau de sollicitation. Donc, ce qu'on fait dans notre vie, en tout cas, neurophysiologiquement, on semble très bien le gérer. Ça se peut qu'on ait une vie plate, mais on le tolère bien. Comme ça se peut qu'on ait une vie super excitante, puis on la tolère bien. Donc, c'est juste notre niveau de tolérance, notre capacité à récupérer de notre quotidien, ce qui inclut entraînement pour ceux et celles qui s'entraînent. Lorsque c'est en bas de 50,
ça devient plus problématique. Donc, surtout lorsque c'est mesuré avec une ceinture, parce que, bon, avec le téléphone, on peut mesurer ça avec la lumière et la caméra du téléphone. La précision est un petit peu moins bonne. C'est quand même utilisable. C'est juste qu'il ne faut pas dramatiser si on est en bas de 50 en pensant qu'on va mourir demain matin. Faut en prendre, faut en laisser. Si jamais on a régulièrement des valeurs qui sont en bas de 50, ça pourrait être intéressant de se procurer un cardiofréquencemètre, donc une ceinture pour mesurer les fréquences cardiaques, une ceinture de bonne qualité, qui va nous permettre d'avoir une valeur un peu plus précise pour la variabilité cardiaque et le SDNN. Donc, lorsqu'on a une valeur qui est basse, régulièrement basse ou épisodiquement basse, donc si, par exemple, en début de semaine, je commence, j'étais à 55, 60, rendu à mercredi, je tombe à 34, 22 jeudi, bien, il faut que je regarde avec mon quotidien qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que, tiens, j'ai fait mes jambes lundi, mardi, j'ai fait un gros cours de spinning, puis j'ai fait un petit peu de musculation. Ça se peut que la somme de mon lundi puis mon mardi fasse en sorte que le mercredi, ça passe pas. Donc, d'observer la tendance, de voir sur ma semaine, en lien avec qu'est-ce que je fais, ça permet d'expliquer un peu comment on tolère, comment on réagit, comment on répond à qu'est-ce qu'on a fait. Et ça permet aussi d'avoir une vision un peu plus globale. Donc, de ne pas seulement voir un entraînement et son effet, mais on peut aussi voir le cumul de différents entraînements et leur effet sur notre capacité à récupérer. Donc, lorsqu'on voit qu'il y a une diminution marquée de la variabilité cardiaque, bien, à ce moment-là, on peut prévoir d'alléger les entraînements, prévoir la récupération, parce que on risque de ne pas bien gérer une nouvelle surcharge. Donc, ça se peut qu'on soit capable de s'entraîner, là, c'est pas qu'on est mourant, mais lorsqu'on va s'entraîner, on va avoir une moins bonne tolérance, on va avoir une moins bonne capacité et ces entraînements-là sont moins bénéfiques. Donc, c'est moins profitable. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que on risque de répéter une surcharge qu'on n'est pas en mesure de tolérer et ce qui va faire en sorte que on va progresser soit moins ou pas du tout, voire même une régression. Donc, ça devient un outil vraiment, vraiment intéressant, vraiment pertinent à utiliser pour quantifier notre récupération, toujours en utilisant une valeur le matin. Donc, ça, c'est la variabilité cardiaque dans son ensemble. Cette variabilité-là va nous révéler un portrait global, donc un big picture. Certaines applications, la version payante, si je ne me trompe pas, de Welltory permet de faire ça. Elite HRV aussi, la version payante, si je ne me trompe pas, permet de faire ça. On va aller un peu plus loin dans l'analyse de ces intervalles de temps-là et on va faire des transformations statistiques selon la transformation de Fourier, si je ne me trompe pas. On va mesurer un peu, on va faire une transformation puis on va mesurer l'air sous la courbe. Bref, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est déterminer des fréquences. Et on observe que l'activité des basses fréquences et l'activité des hautes fréquences vont refléter l'activité du système nerveux sympathique et l'activité du système nerveux parasympathique. Donc le sympathique, c'est le système qui stimule, qui active, qui va permettre de dégrader l'énergie, de favoriser le mouvement, etc. Et le parasympathique, ça va être à l'opposé, donc celui qui nous permet de récupérer et de se préparer de nouveau à subir un effort. Donc la relation entre les deux devient importante. Si on observe le matin qu'on a une activité trop importante du système nerveux sympathique, ça peut être un indicateur qu'on ne récupère pas, que la nuit n'a pas été bonne, donc ça peut être le reflet de quelque chose de pas très bon. Et à l'inverse, si on a une super bonne activité au niveau du système nerveux parasympathique le matin, ça peut être un indicateur que les choses vont bien. Alors, ça va être important de chercher à creuser un petit peu plus loin que juste la variabilité cardiaque parce que ce sont des informations très intéressantes. Je donne un exemple. On peut avoir des gens lors d'un entraînement en force qui vont mettre très lourd et qui ne ressentiront pas de courbature, ça va bien, c'est des exercices sur lesquels ils sont habitués, on met lourd, ils disent que ça va bien et on observe une progression super lente de la charge au fil des entraînements. Puis là, on ne comprend pas, pourtant on met pesant, on travaille, et là, on va dire, on va essayer d'augmenter un peu le volume, faire un peu plus de séries, voir si ça va déclencher quelque chose. Et là, on se rend compte qu'on augmente un petit peu le volume, puis c'est la débandade, les charges diminuent, puis on tombe en état de fatigue. Si on avait mesuré, 1, la variabilité cardiaque, 2, les différentes fréquences spectrales, donc les hautes fréquences, les basses fréquences, on aurait probablement vu que le système nerveux ne récupérait pas. Donc la personne est en mesure de tolérer la charge, l'entraînement, donc de se maintenir,
parce que le volume n'était pas élevé, mais c'était limite. On n'avait pas assez de jeu au niveau de la récupération pour progresser. Donc, on arrivait flush. On avait un bilan là, neutre entre l'effort, ce que ça me demande, ma capacité à récupérer, c'est flush. Donc, je me maintiens. Donc, ce qui expliquait une progression très lente au niveau de la charge. Mais la personne, elle verbalisera pas ou elle ne se sentira pas comme étant fatiguée, épuisée, incapable, au bord de l'agonie. Elle va juste dire, quand j'arrive, je pousse, je donne tout, je ne suis pas capable de plus. Ça va vraiment être sa perception. Donc, elle ne pourra pas dialoguer avec vous puis vous dire « Ouais, là, je sens que mon système nerveux, il fatigue, puis c'est probablement pour ça que je ne suis pas capable de mettre plus pesant. » La personne va dire « Je suis à mon max, je donne tout ce que je peux, je travaille fort, je vais essayer d'en faire plus. » Puis c'est là qu'on tombe dans « Oh, le plus va déstabiliser l'équilibre qu'on avait entre la récupération et la sollicitation. » Et là, on va tomber dans un mode de régression qui peut mener à des blessures, abandon, etc. Donc, en observant, on aurait pu voir, en observant entre autres les fréquences spectrales, on aurait pu voir que les hautes fréquences vont être prédominantes durant la journée, les basses fréquences au matin sont peut-être très élevées. Donc, ce qui va nous indiquer un déséquilibre au niveau du système nerveux sympathique puis parasympathique. Alors, c'est des choses intéressantes. Ce qui est bien avec Welltory, c'est qu'on peut le voir. Elite HRV aussi, je ne me trompe pas, on peut le voir. Puis, il y a des explications qui viennent avec ça. Sinon, si jamais il y en a qui s'intéressent, là, j'ai un super bon papier en français en plus qui discute de ça et qui résume bien les choses. C'est plus axé du côté médical, donc en termes d'outils diagnostiques pour voir si un patient récupère ou encore pour prédire le risque de développer une maladie du cœur, diabète, etc. Donc, c'est quand même super intéressant. Mais l'activité sympathique, parasympathique avec les fréquences spectrales, c'est super bien expliqué dans le papier là, sur quand quoi devrait être élevé et bas. Donc, cette forme de suivi-là, ça devient un outil vraiment, vraiment intéressant parce que justement, si on avait vu que la récupération au matin n'était pas là et que la personne est en mesure de maintenir les charges, c'est là qu'on peut explorer un petit peu plus des avenues pour tenter de changer ça. Donc, au lieu de dire on va augmenter le volume, on aurait peut-être pu décider on va réduire le volume encore, puis on va voir si ça nous permet d'augmenter les charges. Donc, ça peut paraître contre-intuitif, de dire, je ne progresse pas, j'ai un plateau, on va en faire moins pour progresser plus. Puis, en faisant le suivi, si on regarde, j'ai coupé mes séries de moitié. Je faisais 6 séries de 4 répétitions à 4 RM par groupe musculaire. Je tombais à 3. Puis, tout d'un coup, mes charges ont monté. Donc, j'ai augmenté ma force. Puis si on regarde les valeurs au niveau des basses, des hautes fréquences, de la variabilité cardiaque, ça se maintient ou ça s'en va en augmentant. Ça veut dire qu'on tolère excessivement bien ça et qu'on progresse. Donc, pourquoi surcharger plus? Pourquoi en demander plus s'il y a une progression puis on est capable de tolérer? Et c'est là qu'on peut vraiment adapter la périodisation de l'entraînement en fonction de la réalité de chaque individu pour chaque séance d'entraînement. Et ça devient un outil qui est vraiment, vraiment intéressant pour ça, parce qu'on peut prévoir des phases d'allègement. Tu sais, là, moi, souvent, je vais fonctionner, je vais dire, on va faire 3 semaines d'entraînement, puis on va avoir une semaine où on va avoir un allègement, donc on va vraiment faciliter la récupération. Sauf que si je fais ça alors que la personne récupérait déjà, je donne un break alors qu'elle n'a pas besoin. Peut-être qu'elle en avait besoin à la 2e semaine et non pas à la 4e. Donc, trop souvent en entraînement, parce que comment on fonctionne avec les outils qu'on a, on est pris pour, on planifie dans le calendrier, on dit, là, on va faire 6 semaines d'entraînement, 3 semaines d'entraînement en force, 1 semaine d'allègement, 2-3 semaines d'entraînement en hypertrophie, par exemple, par la suite. Donc, c'est beau sur papier, mais ça colle peut-être pas nécessairement à la réalité. Donc, c'est ça qui est difficile. Alors que si la personne suit sa variabilité cardiaque, là, on peut arriver, on peut voir, même entre autres avec Elite HRV, je pense qu'on peut partager, vous pouvez avoir votre équipe. Donc, il faut payer pour ça, mais vous pouvez avoir votre équipe, c'est-à-dire vos clients, vous pouvez recevoir leurs résultats puis voir. Fait que vous pouvez le matin vous lever, regarder les valeurs puis dire OK, on a fait les mesures, on est sur une courbe là, qui descend. Donc, à ce moment-là, on va chercher à alléger. Donc, ta semaine de break qui était prévue dans 3 semaines, on la déplace, on la fait maintenant. Et on regarde qu'est-ce qui se passe. Donc, ça permet une plus grande agilité en termes de prescription d'entraînement, en termes de périodisation. Et ça permet vraiment de sortir d'un carcan théorique de périodisation, puis de le jumeler, de le coller à la réalité pour maximiser la progression. Fait que, écoute, Martin, envoie-moi un petit message là, sur Messenger.
Puis je vais t'envoyer le lien ou le PDF. Là. Donc, tu peux juste m'envoyer là, sur Messenger un petit message ou vous pouvez m'écrire à mso@drkin.com. Puis je vous transfère ça avec plaisir. Alors, donc c'est ça. Donc, ça devient un outil, dans le fond, qui est plus dynamique en termes de suivi puis en termes de prescription d'entraînement. Puis aussi, c'est qu'on vient à voir les courbes. Donc, quand le volume augmente, quand l'intensité augmente ou quand ça fluctue, bien, on peut l'associer à un niveau de récupération. Puis en plus, ce niveau de récupération-là, il tient compte du quotidien. Il tient compte des saisons. Donc, il y a tous les facteurs qu'on ne mesure pas lors de l'entraînement. Bien, ils se retrouvent englobés. Les stress aigus, les stress psychologiques, l'anxiété, ça se reflète dans la variabilité cardiaque et dans les différentes fréquences là, qu'on observe au niveau de cette variabilité cardiaque-là. Donc, on peut vraiment voir, par exemple, à l'approche d'une compétition, la personne... L'entraînement, on l'allège parce qu'on se rapproche de la compétition. On augmente un petit peu l'intensité, mais à peine. Donc, on devrait s'assurer que la personne récupère. Et on se rend compte que la variabilité cardiaque, ça ne va pas mieux. On se rend compte que ça ne va pas bien. Bien, ça peut être pas nécessairement quelque chose de physique, mais ça pourrait être de l'anxiété de performance qui commence à prendre un peu trop de place. Et là, ça veut dire qu'on arriverait à faire une intervention plus en préparation psychologique pour la compétition, de dire, bien, comment tu vis ça, la préparation à la compé? Comment tu te sens? Peut-être que la personne est trop nerveuse, peut-être que son sentiment de compétence est pas assez élevé par rapport à ses capacités. Donc, le niveau de stress, ce que la personne pense qu'elle est capable de faire et ce que la personne perçoit qu'elle doit faire, l'écart est trop grand, ce qui fait que le stress perçu et ressenti est beaucoup plus élevé que ce qu'il devrait. Donc là, il y a tout un travail de coaching qu'on peut faire. Ça ne donne rien, ça ne s'améliorera pas en travaillant la viande. Ça ne s'améliorera pas en travaillant les répétitions, les séries, etc. Ça va être strictement de la préparation psychologique qu'il va falloir faire. Puis ça, ça se fait, là, je ne parle pas d'athlètes de haut niveau. Là. Moi, j'observe ça avec des coureurs amateurs. Leur première course, leurs premiers 10 km, leurs premiers 5 km, ils ont un niveau de stress et d'anxiété super élevé qui vient gruger de l'énergie, ça n'a pas de bon sens. Donc, ça devient plus intéressant de travailler sur ces composantes psychologiques-là, sur comment gérer le stress, que de chercher d'alléger l'entraînement. Là, alléger l'entraînement, on aurait probablement observé une diminution de la condition physique puis de la capacité de performance en allégeant trop, puis ça n'aurait pas réglé notre problème au niveau de la variabilité cardiaque, de la capacité de performance, parce qu'on n'a pas travaillé sur les bonnes choses. Donc, c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment un outil moi, j'adore. Bon, encore là, il ne faut pas le suivre aveuglément comme tous les outils. Il faut le comprendre, il faut savoir l'utiliser parce que c'est des choses que si on suit ça aveuglément, si votre athlète, votre client performe de mieux en mieux, les charges augmentent, tout va bien, la variabilité cardiaque est à 5 tout le long, ça se peut que ce soit une erreur de mesure, ça se peut que ça ne fonctionne pas sur cette personne-là parce que la personne, elle va bien, elle progresse, puis tout va super bien dans sa vie, il n'y a pas de stress majeur. Bien, à ce moment-là, il faudrait remettre en question la mesure et non pas suivre aveuglément la mesure, de dire « Écoute, il faut que tu rentres à l'hôpital parce que la mesure de l'application nous dit que tu ne récupères pas. » Donc, c'est un outil qui sert à approfondir. Donc, ça nous donne des données neurophysiologiques super intéressantes. Et à partir de ça, on va pouvoir approfondir, on va pouvoir aller vérifier est-ce que ça fait du sens, le chiffre qu'on a eu. Moi, j'ai quelqu'un qui va super bien, qui progresse, puis que tout va bien. Puis avec Welltory, quand on le prend avec le pouce puis la caméra du téléphone, la personne, le plus haut qu'elle va avoir, je pense, c'est 44. Donc, c'est pas bon, le 44. Là, c'est en dessous là, du 50 qui est notre seuil inférieur. Mais ça va super bien. La personne progresse, tout est beau. Puis je sens pas que la personne là, me cache des choses. Donc, on continue, puis la progression va bien. Donc, c'est ça, je n'irai pas me fier aveuglément puis tout changer en fonction d'un chiffre en me disant, ça fait pas de sens, le chiffre ne concorde pas avec tout le reste. Mais je me dis, écoute, c'est un chiffre, je comprends pas trop la mesure, c'est quelque chose d'intelligent. Donc, je vais prendre ça pour du cash puis je vais tout changer, qu'est-ce que je fais. C'est pas ça non plus qu'il faut chercher à faire. Il faut vraiment comprendre, l'incorporer dans l'ensemble de la pratique. Ça peut être correct d'observer une diminution de la variabilité cardiaque. Ça peut être correct d'observer une diminution de la récupération si c'est prévu. Je prends l'exemple en cyclisme, des camps d'entraînement en cyclisme. Le but, c'est de détruire l'individu. Donc, on veut vraiment faire un volume d'entraînement qui n'a pas de bon sens en cyclisme
pour surcompenser dans les semaines qui vont suivre. Mais pendant cette semaine-là de camp d'entraînement, on va observer une diminution importante de la variabilité cardiaque. Les gens ne récupèrent pas, sont brûlés, mais ça concorde avec l'objectif. C'est exactement ça qu'on veut, de voir une variabilité cardiaque qui augmente, une capacité de récupération qui augmente. Ça voudrait dire que la personne ne fait pas suffisamment de volume parce qu'elle ne se fatigue pas assez. Donc, dans 2-3 semaines, on n'observera pas de surcompensation. Donc, cette personne-là va moyenner. Elle va faire un bon camp d'entraînement puis elle va avoir une bonne saison. Alors qu'on aurait pu épuiser la personne dans le camp d'entraînement, elle dit « j'ai vraiment eu un mauvais camp d'entraînement, ça a été pénible, ça a été atroce ». Mais 2 semaines plus tard, là, on a un niveau de forme incroyable puis on performe au-dessus des attentes. Si c'est ça qui était planifié, c'est tant mieux. Donc, c'est pour ça que c'est un outil vraiment qu'on peut agglomérer, si on veut, à l'ensemble des autres éléments de l'intervention qui va favoriser vraiment, là, moi, je pense, une très grande capacité d'adaptation puis une plus grande agilité au niveau de la prescription d'entraînement. Donc, on ne restera pas pris avec, tu vas faire ce programme-là pendant 4 semaines puis on se revoit à la fin. Ça se peut qu'à la 2e semaine, on fasse des changements au programme. Ces changements-là, c'est pas comme souvent on perçoit de dire « Ah ben, il faut que je change tous mes exercices ». Ben non, ces changements-là, ça va peut-être être « Ben, rajoute-toi 15 secondes de pause entre tes séries ». Ou bien diminue la charge de 5%, ou enlève une série, ou enlève une paire d'intervalles, ou on travaille à 95% de la VO2, on va descendre à 90%, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, c'est des ajustements ponctuels qui se font très bien, là, qui ne demandent pas 3 heures de travail à réfléchir. Là. La plupart du temps, c'est on va alléger une des variables principales d'entraînement. On va chercher à réduire le volume et ou réduire l'intensité et ou diminuer la densité, donc espacer les périodes d'effort avec un peu plus de repos. Donc, moi, je trouve ça vraiment pertinent, vraiment utile. Puis, c'est ça, c'est facilement accessible. Une ceinture polaire, une petite application, on connecte le tout, ça fait le travail. Il y a des versions gratuites qui donnent de l'information décente, relativement valide, suffisamment valide pour qu'on l'utilise. Puis, il y a des applications payantes qui vont aller beaucoup plus loin, là, qui vont vous permettre d'avoir une meilleure idée du niveau de récupération. Toutefois, faites attention aux algorithmes d'analyse. Ne prenez pas pour du cash tout ce qui est dit dans ces applications-là comme analyse. Essayez de regarder les chiffres et vous faire votre propre tête. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur récupération, variabilité cardiaque. Peut-être brièvement parler de l'aspect santé, là. On voit en clinique chez les patients qu'une diminution de la variabilité cardiaque, c'est associé à une dégradation de l'état général. Donc, chez les patients, par exemple, ayant eu des transplantations, chez les patients maladie du cœur, cancer, lorsqu'on observe une diminution progressive de la variabilité cardiaque, d'habitude, c'est que ça ne s'en va pas dans la bonne direction. Donc, on observe vraiment une dégradation de l'état. En Europe, ils utilisent aussi beaucoup la bioimpédance. Donc, on va utiliser l'angle de phase avec la bioimpédance qu'on utilise habituellement pour la composition corporelle. L'angle de phase, c'est un calcul qui peut se faire aussi avec les mesures issues de la bioimpédance. Puis, on va remarquer que les fluctuations ou les changements d'angle de phase vont très souvent être corroborés avec la variabilité cardiaque et quand on va mettre les deux ensemble, on peut vraiment avoir une bonne idée si le patient répond bien à un traitement X ou s'il répond mal. Donc, c'est des outils là, qui sont super intéressants. Donc, si jamais il y en a qui utilisent des bioimpédances, en plus, qui peuvent utiliser la variabilité cardiaque, puis les fréquences spectrales, ça devient vraiment des outils assez robustes pour quantifier la récupération, puis savoir si ça va dans la bonne direction ou non. Parce que chez la personne qui s'entraîne, chez l'athlète comme chez l'athlète amateur là, ou wannabe athlète, là, on se ramasse à avoir des patrons similaires à quelqu'un qui est malade, pas dans le sens que c'est pas bon de s'entraîner et qu'il s'en rend malade, mais c'est juste que la récupération, ben, c'est un petit peu la même chose que récupération entraînement, récupération maladie. On peut tracer des grands parallèles là, qui nous permettent de conclure dans les deux cas si on s'en va dans la bonne direction ou non. Alors, c'est pas mal ce dont je voulais parler aujourd'hui et aborder. Donc, je vous rappelle que
C'est un balado qui est gratuit, c'est un balado que je fais pour le fun aussi. Donc, si vous appréciez, merci de le dire, merci de le partager. C'est ma paye, hein? Fait que c'est toujours le fun. Même chose, s'il y a des choses qui vous dérangent, des choses qui accrochent, ben, n'hésitez pas à partager. Je vous enverrai pas promener. Ça ne veut pas dire que je vais changer les choses, mais si c'est quelque chose de pertinent, ça va me faire plaisir de changer. Puis, prochainement, je vais peut-être aussi parler de mon labo parce que je vais plugger ça vite, mais je suis vraiment content. Ça fait des années là, que je travaillais à monter mon propre laboratoire de physiologie de l'exercice puis de bioénergétique. Puis, je suis pas mal seté, donc je suis assez content où est-ce qu'on peut mesurer la consommation d'oxygène, on peut mesurer la saturation d'oxygène en périphérie, donc vraiment l'utilisation d'oxygène par le muscle. Mesurer la température corporelle, donc à l'interne. Donc vraiment avoir des idées où les gens s'y tolèrent bien les efforts à la chaleur. Je me suis équipé aussi pour faire des tests de puissance avec des flywheels, où est-ce qu'on peut mesurer le wattage lorsqu'on va faire certains exercices de musculation. On peut tout combiner ça avec consommation d'oxygène. Donc je vais probablement en reparler parce que je suis vraiment content. Là. Sérieusement, je pense que je commence à être mieux équipé que certaines universités en termes de matériel d'évaluation. Fait que j'étais assez content. Fait qu'il fallait que je le partage. Martin, réhabilitation cardiaque post-infarctus, la variabilité cardiaque est très intéressante. Dans le papier que tu vas me demander que je t'envoie, soit par Messenger, soit par courriel, il en parle, je ne sais pas s'il parle spécifiquement de la réhabilitation cardiaque ou s'il parle de la puissance de prédiction des complications en termes de maladie du cœur. Mon guess, c'est qu'en réhabilitation post-infarctus, tu devrais observer une variabilité cardiaque qui devrait être assez représentative de ce qui se passe au niveau du cœur, sauf si il y a présence d'un pacemaker. Donc, si on a un stimulateur cardiaque qui est là, d'après moi, ça risque de changer la donne. Ne me demandez pas quel est l'impact sur la récupération et l'activité du système nerveux de ce type d'outil-là. Je ne le sais pas. C'est vraiment pas ma spécialité. Mais je sais que ça pourrait perturber probablement des mesures de variabilité cardiaque. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter un super bon après-midi. Puis, les balados sont tous disponibles là, quelques heures, /jours après leur diffusion originale sur Dr. Kin /balado ou encore Spotify, Apple, Google. C'est disponible un petit peu partout là-dessus. Donc, je vous souhaite un super bon après-midi. S'il y en a qui ont des commentaires, des suggestions de sujets, bien, n'hésitez pas à partager le tout. Puis, je vais essayer de l'aborder si c'est possible. Sur ce, bye bye.